Sur la scène mondiale, il y a ce qu'on voit. Et puis, il y a tout le reste. Tout ce qui se joue dans l'ombre. Parfois, une victoire diplomatique annoncée à grand bruit peut cacher une défaite silencieuse. Et un compte à rebours médiatique, il peut finir par exploser au visage de celui qui l'a déclenché. Onureil, la diplomatie des illusions face au mur du réel. On nous a servi une histoire. Elle semblait toute tracée. Un ultimatum de Washington à Alger. 60 jours. Pas un de plus. Voilà. 60 jours pour que l'Algérie plie sur des dossiers majeurs. Le narratif était limpide, martelé partout. Une capitulation politique algérienne présentée comme inévitable. Exactement. Et aujourd'hui, ce fameux compte à rebours, qu'est-ce qu'il en reste au final? Le bruit d'une bulle médiatique qui a éclaté. Il en reste même l'exact inverse de ce qui était recherché. Non seulement la pression n'a jamais vraiment eu lieu comme on l'a dit, mais toute la séquence s'est terminée sur un renforcement presque paradoxal de la position algérienne. Ce qui a été vendu comme un ultimatum, en fait, ça n'a jamais dépassé le stade d'une proposition préliminaire américaine. Donc sans aucun caractère contraignant? Aucun. C'est vraiment le cas d'école où la mise en scène médiatique très agressive se fracasse contre la réalité feutrée des chancelleries. L'administration américaine, loin d'être un simple exécutant des volontés de Rabat, a joué sa propre partition. Avec un pragmatisme qui a surpris tout le monde, imagine. Visiblement, oui. Alors, décortiquons ça, parce que le décalage est immense. Il est fascinant. Comment une construction médiatique aussi énorme, qui parlait de concessions imminentes, d'un isolement programmé de l'Algérie, comment tout ça a pu être à ce point déconnecté de la stratégie réelle de Washington? On ne parle pas d'une petite nuance, là. C'est un scénario complètement inversé. Parce que toute cette construction reposait sur une idée fausse, que les intérêts marocains et américains étaient parfaitement alignés sur ce dossier. Or, les sources à Washington sont très claires là-dessus, l'administration a dit non. Une fin de non-recevoir à la majorité des demandes marocaines les plus pressantes. Quelles étaient ces demandes? Il y en avait 3 principales sur la table. Premièrement, accélérer une médiation pour en faire un outil de pression. Deuxièmement, obtenir un engagement américain pour, disons, neutraliser la position algérienne. Et troisièmement, faire du dossier du Sahara occidental le pivot central, unique de la relation. Sur ces 3 points, la réponse a été un non, poli, mais très ferme. Mais pourquoi? C'est quoi le calcul stratégique américain derrière ça? On aurait pu croire qu'après la reconnaissance de l'administration Trump... On aurait pu. Que la voie était toute tracée, non? Pour Washington, la priorité absolue, c'est la stabilité du Sahel. Et ça dépasse de très loin ce dossier spécifique. Mettre une pression maximale sur Alger, qui reste un acteur incontournable dans la lutte antiterroriste, un fournisseur d'énergie de plus en plus crucial pour l'Europe. Tout ça pour une question qui, pour les États-Unis, n'est pas une urgence vitale. Ça n'avait juste aucun sens stratégique. C'est la différence entre le tactique et le stratégique, en somme. Exactement. Entre plaire à un allié sur le court terme et déstabiliser un équilibre régional fragile. Les Américains ont choisi la stratégie. Donc, pendant que le discours médiatique à Rabat s'enflammait en prédisant un isolement de l'Algérie, en coulisses, les Américains y discutaient d'égal à égal avec elle. J'hésite à utiliser ces mots quand on parle des États-Unis, mais l'idée est là. Précisément, d'égal à égal, au sens où Washington a traité l'Algérie non pas comme un pion, mais comme un acteur régional souverain, maître de ses décisions. Le dialogue a été celui d'une relation mature, en fait. Des propositions algériennes ont été acceptées, notamment sur la coopération sécuritaire, énergétique. Et d'autres refusées, j'imagine. Bien sûr, d'autres ont été refusées, mais tout ça s'est fait sans drame. Ce n'était pas une crise, c'est le signe que la coordination entre les 2 pays a atteint un nouveau palier de confiance, très loin de l'image d'une Algérie sur la sellette. C'est plus qu'un paradoxe, c'est un véritable camouflet pour ceux qui avaient misé sur la pression. Comment Rabat a réagi à cette douche froide, à ce décalage entre le scénario rêvé et la réalité? Là, conflit long et devenu palpable. Surtout que le pari suivant a lui aussi échoué, et de manière encore plus spectaculaire. Le Maroc misait énormément sur la fin du mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU en décembre pour voir son influence diminuer. La logique était simple. Une fois sortie de cette instance, la voix algérienne porterait moins. C'était la logique, oui. Sauf que c'est l'exact opposé qui s'est produit. C'est-à-dire? La fin de ce mandat a été marquée par un hommage international, mais pas à l'Algérie en tant que pays, à son ambassadeur, Amar Benjama, personnellement.
Et dans le monde très codifié de la diplomatie, cette nuance est essentielle. Un hommage, d'accord. Mais dans les cercles de l'ONU, ça peut parfois être un simple geste protocolaire, une politesse de fin de mission. Quelle était la portée réelle de celui-ci ? Oh, c'était tout sauf protocolaire. Des instances américaines indépendantes et très respectées qui analysent le travail à l'ONU l'ont qualifié publiquement de l'un des diplomates les plus en vue dans la défense de la légalité internationale. Ah oui, c'est fort comme terme. C'est très fort. Des ambassadeurs de pays non alignés, comme de pays occidentaux, ont salué sa capacité à, je cite, trouver des ponts là où d'autres ne voyaient que des murs. Son travail sur la résolution concernant la Palestine, par exemple, il a réussi à construire un consensus très large sans s'aliéner les partenaires européens. C'est ce travail de fond qui était salué. Un message politique, donc. Un message politique très fort. La voix algérienne n'est pas seulement entendue, elle est influente bien au-delà des 15 membres du Conseil. Un diplomate algérien consacré sur la scène internationale, par des voix américaines qui plus est. Juste au moment où on prédisait le déclin de son pays. La réaction a dû être électrique à Rabat. Le mot crispation est approprié. Le mot est faible. La crispation a été immédiate et très visible. Elle s'est traduite par des campagnes médiatiques assez virulentes, visant personnellement Ammar Benjamin. L'objectif était de minimiser la portée de l'hommage, j'imagine. Bien sûr. Le réduire à un non-événement, le salir. Mais ces attaques souvent maladroites ont eu l'effet inverse. Elles ont juste souligné la nervosité du Maroc et, du coup, ont donné encore plus de poids à l'hommage. Surtout, elles ont coïncidé avec un revers encore plus direct. Attendez, non seulement la campagne de dénigrement a échoué, mais au même moment, Rabat subit un autre revers. Sur quel plan ? Sur le dossier du Sahara occidental lui-même. Au cœur du Conseil de sécurité, au moment où cette tension était à son comble, des amendements substantiels, c'est le terme des diplomates, ont été introduits dans le projet de résolution annuelle. Et le point crucial ? C'est que ces amendements ont été acceptés, et même soutenus par les États-Unis. De quels amendements parle-t-on ? Concrètement, qu'est-ce qui a changé dans ce texte ? Ces amendements réaffirment 3 choses que la diplomatie marocaine espérait voir disparaître. Premièrement, le rôle central de la MINURSO. Il faut peut-être rappeler ce que le sigle veut dire. Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Le mot est dans le mandat originel. Le mot est là, depuis le début. L'option du référendum. Là, je dois avouer que c'est stupéfiant. On a tellement entendu que la reconnaissance de Trump en 2020 était un point de non-retour. C'était le narratif dominant. Qu'elle avait vidé de sa substance toute référence au référendum. Et là, Washington, l'artisan de cette reconnaissance, remet le mot sur la table. Comment ça a pu passer sous le radar ? Parce que ça s'est fait discrètement. Mais pour le pouvoir marocain, le fameux Magzen. On peut peut-être préciser ce qu'est le Magzen pour ceux qui ne connaissent pas ? Oui. Le Magzen, c'est le cœur du pouvoir traditionnel au Maroc, l'institution royale et toute l'élite politique, sécuritaire, économique qui gravite autour. C'est un système très centralisé pour qui le Sahara occidental est la clé de voûte de la légitimité. Donc pour eux, qui étaient convaincus que le tweet de Donald Trump avait clos le dossier, voir les États-Unis réintroduire ne serait-ce que le mot référendum dans une résolution de l'ONU, c'est un choc, une fissure majeure dans leur récit. C'est la reconnaissance que le droit international ne peut pas être balayé par une décision unilatérale en fait, même celle de la plus grande puissance mondiale. C'est exactement ça. Des responsables américains l'ont d'ailleurs confirmé. Un conseiller influent comme Massad Bolos a publiquement souligné que toute solution durable devait passer par des négociations sérieuses et par le respect du droit du peuple sahraoui à exprimer librement sa volonté. La ligne de Washington est donc devenue « on n'est pas pressé ». Voilà, on n'est pas pressé. Ces dossiers complexes ne se règlent ni dans la précipitation, ni sous la contrainte médiatique. Ce qui évidemment a provoqué une vague de colère dans certains médias marocains. Allant jusqu'à parler de trahison ? Allant jusqu'à accuser des responsables américains de trahison, oui. Au fond, quand on prend du recul, ce n'est pas juste un épisode diplomatique, c'est le choc frontal entre deux philosophies. D'un côté, une stratégie fondée sur le coup d'éclat, la com agressive, l'illusion d'une victoire imminente, la diplomatie du tweet, quoi. Et de l'autre, la diplomatie des archives, de la patience, du travail de fond, c'est la lecture qu'en font beaucoup d'analystes, oui. D'un côté, la diplomatie algérienne qui s'appuie sur ce qu'elle appelle ses piliers immuables. Souveraineté, non-ingérence, respect de la légalité internationale. Ça peut paraître rigide, mais dans les cercles américains, c'est qualifié de clair et cohérent. Cette constance lui donne une crédibilité sur le long terme.
Donc, quand Alger pose ses conditions pour un apaisement avec le Maroc, Ce n'est pas une posture de négociation, c'est l'expression d'une doctrine. Un changement profond des politiques hostiles. C'est leur ligne. et en face, la stratégie marocaine, En face, on a vu une approche qui a tout misé sur un scénario unique, l'alignement total de Washington. Une fois que ce scénario s'est effondré, il n'y avait pas de plan B. D'où la crispation, les campagnes médiatiques. la leçon, c'est qu'une grande puissance comme les États-Unis agit d'abord selon ses propres intérêts. Toujours, jamais par alignement aveugle. Et leur lecture, c'est que la stabilité régionale passe par le respect des équilibres, pas en cédant à des récits unilatéraux aussi séduisants soient-ils. Donc, si on résume, ce qui a été vendu comme une mise au pas de l'Algérie, ce fameux compte à rebours, s'est transformé en une série d'acquis diplomatiques notables pour elle. C'est le bilan objectif, oui, un renforcement de la relation avec Washington sur des bases plus pragmatiques, une consolidation de son influence sur la scène multilatérale et une réaffirmation des principes du droit international sur un dossier qui lui est cher. Pendant que les paris sur la pression s'effondraient, il est apparu que l'équilibre des forces se mesure moins aux décibels médiatiques qu'à la constance sur le long terme. La leçon, si on peut dire, c'est que le respect en diplomatie ne se décrète pas. Absolument. Il ne se donne pas, il se construit, patiemment, par la cohérence des positions, année après année, et par la capacité à les défendre avec sérénité et fermeté devant 193 nations, quelles que soient les pressions du moment. C'est ce travail de fond souvent invisible qui a finalement primé sur le vacarme des victoires annoncées. Ce qui pose une question fondamentale pour notre époque. À l'heure de l'info instantanée, de la guerre des récits, une diplomatie silencieuse, presque austère, fondée sur des principes, est-ce qu'elle a encore une chance ? Ou est-ce que, paradoxalement, c'est la seule arme qui puisse encore l'emporter face au bruit assourdissant des illusions ?